Europe 1. Pascal Praud et vous. Et nous sommes évidemment à la fois heureux mais émus de recevoir Monsieur Pintel, puisque vous venez de publier L'enfant d'Isieux. Tu parleras de nous, c'est la promesse d'un rescapé des rafles. Et c'est vrai que cet itinéraire et l'itinéraire de votre vie est tellement saisissant. À l'âge de 6 ans, 1943, vous êtes séparé de votre mère, vous êtes embarqué par les nazis. Vous allez passer des mois à la maison d'Isieux, dans ce refuge, comme 44 autres enfants juifs persécutés. Et puis, vous partirez quelques semaines avant l'arrivée des hommes de la Gestapo, mandatés par Klaus Barbie. Mais quand vous êtes séparé de votre mère, vous êtes où à ce moment-là ? Nous avons rejoint un centre d'assignation à résidence qui était à Annecy. Après, nous sommes auparavant passés dans un camp de regroupement, je ne vais pas dire camp d'internement, mais c'était un camp édifié pour enfermer des prisonniers de guerre, toujours sous le régime de l'assignation à résidence, parce que ma mère est femme étrangère, juive, qui avait passé la ligne de démarcation pour rejoindre la zone sud, et avec tous les problèmes que cela a entraîné lorsqu'elle s'est fait contrôler par la gendarmerie. Donc là, vous avez 6 ans, c'est des souvenirs qui sont très précis. Encore, oui. Pour vous, vous êtes de 1937, et votre mère va vous dire « Ne viens pas avec moi, je ne suis plus ta mère, va avec cette femme ». Alors les circonstances... Là, on a sauté d'autres événements qui s'enchaînent. Enfin, ma mère en est là parce que mon père était d'origine polonaise, étranger bien entendu, qui est arrivé dans les années 30 et qui s'est engagé dans l'armée française en tant que volontaire, versé dans des régiments de marche et volontaires étrangers. Ce qui a été d'une importance capitale puisque le jour les jours des rafles de juillet 1942, nous n'avons pas été arrêtés parce que les femmes de prisonniers de guerre n'étaient pas concernées ce jour-là. Ce qui n'empêchera pas ma mère d'être déportée par la suite. Elle a tenté de rejoindre un oncle qui était en zone sud, avant que la totalité de la France ne soit occupée, en me confiant à une maison d'enfants dans la région parisienne et ensuite à nos voisins de palier, très importants, la famille Bosselu. Brièvement, j'y arrive. Elle a donc essayé de rejoindre son oncle qui était passé en zone sud avec son fils. Elle y est parvenue, mais elle s'est fait interpeller rapidement par la gendarmerie, qui l'a dirigé par la préfecture vers un lieu d'assignation à résidence. Je ne parle pas de centre de camp d'internement. Un lieu d'assignation, mais un lieu fermé, clos, d'où vous ne pouvez pas sortir sans autorisation. Elle se sentait dans une relative sécurité, elle m'a fait venir près d'elle. Donc, j'ai quitté la famille qui m'hébergeait, nos voisins de palier, famille Bossu, et j'ai rejoint ma mère dans le canton de Douadik, c'est une commune qui se trouve dans le département de l'Indre. Voilà. Et pourquoi brièvement, parce que comment vous allez arriver à Isieux et comment vous devez quitter votre mère, et c'est ça qui est tout à fait déchirant. Alors, j'y arrive. Il y a des délégués de l'UGIF, Union des générales des Israélites, qui font des contrôles, des visites dans les différents lieux de détention. Les familles qui se trouvent dans ce camp, en bas âge, familles et enfants en bas âge, insalubres, demandent un transfert dans un autre lieu d'assignation à résidence. J'expliquerai éventuellement ce qu'était le service social des étrangers. Et nous rejoignons Annecy. À cette époque, nous sommes en juillet 1943 et nous sommes sous occupation italienne, dans ce département en particulier, la Haute-Savoie. Donc il ne se passe absolument rien. Le lieu où nous sommes dirigés est réservé aux femmes et enfants juifs.
L'armée italienne va rentrer dans ses foyers après avoir signé l'armistice en septembre de l'année 1943. Et la totalité de la France va être occupée par les Allemands, qui vont procéder à des rafles. Voilà, et nous arrivons, et je réponds à la question que vous m'avez posée, le 16 novembre 1943, la Feldgendarmerie, police militaire allemande, munie des listes des personnes juives, vient rafler toutes celles dont le nom figure sur leur liste. Voilà. J'étais pendant un court moment à l'école communale, scolarisé. Je revenais avec mes petits copains, avec 2 camions de la Feldgendarmerie derrière nous. Donc une rafle, c'est extrêmement brutal, impressionnant, des hommes en armes, des hurlements, des cris. Donc je suis bloqué. Ma mère, qui aurait pu fuir, vient me rejoindre. Et le responsable allemand nous met en file pour contrôle des identités. Demande à chacun, et si le nom figure sur la liste, bien entendu pratiquement la totalité de l'effectif qui se trouve là, sauf une personne qui n'est pas juive. Et si le nom figure sur cette liste, on est en état d'arrestation, ça va être le cas de ma mère. Et avant son contrôle... Et donc c'est là que vous la voyez pour la dernière fois? Pas tout à fait. Il y aura j'en parlerai aussi rapidement tout à l'heure. Ma mère répond, son nom figure sur la liste, elle monte dans le camion. Entre-temps, elle m'a ordonné, par le regard et par la voix, en me disant « Je ne suis plus ta mère, ne viens pas avec moi, prends la main de la personne qui est à côté de toi. » Et par miracle, cette jeune personne était la seule femme non juive du groupe, dont le nom ne figurait pas sur la liste, bien entendu, puisque les Allemands venaient arrêter les Juifs uniquement. Ma mère est donc arrêtée, monte dans le camion, et oui, je vous en prie. Et vous écrivez, 80 ans après ce funeste jour, je m'interroge toujours, pourquoi ai-je obéi à ma mère? Pourquoi n'ai-je pas protesté, refusé de lui lâcher la main? Pourquoi ne pas avoir pleuré, hurlé, comme je l'avais fait 1 an plus tôt, au centre de l'UGIF, lorsqu'elle m'y abandonna? En y repensant, il m'arrive encore de me reprocher de l'avoir laissée seule, comme si cette fois c'était moi qui l'avais délaissée. Oui. Mais il est des moments où même un gamin de 6 ans réagit. Là, c'était d'une gravité extrême. Je comprends que je dois absolument obéir. C'est pas le moment de faire des gamineries, de m'accrocher à la jupe de ma mère. Et vous avez 6 ans et ce souvenir est intact. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, et puis on pourra peut-être échanger avec un auditeur. Et je vous remercie grandement d'être avec nous, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui, toute votre vie, aura été présent, j'imagine, à chaque minute de votre existence. Je n'y pense pas tous les jours, mais presque. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Pascal Samuel Pintel. Son livre L'enfant d'Isieux paraît aujourd'hui aux éditions HarperCollins. Tu parleras de nous, c'est la promesse d'un rescapé des rafles. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Monsieur Pintel qui est avec nous, c'est qu'il aurait dû être parmi les enfants d'Isieux et la rafle organisée par Klaus Barbie, et miraculeusement, il a échappé à cette rafle. Mais avant cela, je voulais vous lire 2 ou 3 choses, ce que vous écrivez sur la maison d'Isieux. Ma mère m'avait recommandé de toujours taire ma condition de juif. J'avais retenu la leçon et jamais je n'en avais parlé à quiconque. Il est fort probable que tous les autres pensionnaires aient reçu la même consigne, car personne n'évoquait sa religion, si bien que je m'imaginais être le seul juif d'Isieux. Et vous arrivez évidemment à cette journée du 6 avril 1944, premier jour des vacances de Pâques, tout a basculé. Vers 9h du matin, 2 camions et une voiture se garèrent devant la colonie. Des soldats et des hommes en civil en descendirent. Ils venaient procéder à la rafle, ordonnée par le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie. 44 enfants
âgés de 4 à 17 ans, ainsi que 7 adultes, parmi lesquels Miron Zlatine et Suzanne Reifmann seront arrêtés. Seul Léon Reifmann, le frère de la doctoresse de passage à Isieux, parvient à s'échapper. Et vous, ce jour-là, vous n'êtes pas là. Pourquoi vous n'êtes pas là? Parce que vous êtes parti voir quelqu'un de votre famille? J'en suis parti 2 mois auparavant. Je suis parti fin janvier 1944. Cette famille, nos voisins de palier, cette famille Bosselu, alertés par ma mère, qui se trouvait au camp de Drancy, est venue me chercher au centre, au bureau de Chambéry, au bureau de l'UGIF, qui était en lien très étroit avec la maison d'Isieux. Et autrement, vous auriez été effectivement avec ces enfants raflés ce jour de 44. Qui étaient tous présents, je précise, à la fin du mois de décembre. Les 44 enfants étaient déjà sur place, en janvier bien entendu, et sur les listes, la dernière liste de présence établie par le directeur de Miron-Zlatine, mon nom est parmi les 44 enfants. Alors, vous êtes donc avec cette famille, Bosselu, dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, et au début du mois de mai 45, cette fois-ci, Madame Bosselu reçoit un télégramme, vous avez 8 ans, qui annonce une nouvelle prodigieuse, signée d'un certain Blanchard, écrivez-vous, journaliste et correspondant de guerre, et se plie de nous informer que ma mère venait d'être libérée du camp de Bergen-Belsen. Mieux encore, elle était en instance de rapatriement et devait arriver en France dans les prochains jours. Et plus loin, vous dites, ma mère me dit alors 2 choses à propos de son parcours, 2 choses que j'ai toujours gardées en mémoire. Tu as eu beaucoup de chance, les enfants de la colonie où tu te trouvais ont tous été déportés, et heureusement que tu n'es pas resté avec moi au moment de la rafle à Annecy. Nous aurions été emmenés tous les 2 au camp de Bergen-Belsen, où je n'avais pratiquement rien à manger. Je t'aurais donné le peu que j'avais, et ni toi ni moi n'en serions revenus. Et vous concluez, par la suite, elle n'a plus jamais évoqué ce sujet. Je ne l'ai, hélas, moi-même jamais interrogé. C'est ça que je trouve toujours sidérant dans les témoignages de ceux qui étaient dans les camps, c'est qu'ils n'en ont quasiment pas parlé. Les déportés au retour ne parlaient pas. Le peu, de ceux qui sont revenus. Et personne n'était là également pour les écouter. Donc il y a une chape de plomb, de silence, qui a duré pratiquement 40 ans. Et c'est ce qu'on appelle souvent la mémoire traumatique. On sait aujourd'hui que les gens ne peuvent pas parler. Je crois que Primo Levi a écrit 10 ou 15 ans plus tard son livre. Simone Veil en a parlé également plus tard. Votre maman a vécu combien de temps? Elle est décédée fin 1951. Donc j'avais 14 ans à l'époque. Je ne l'ai pas interrogée. Elle ne m'a pas parlé, mis à part ces quelques phrases prononcées lorsque nous nous sommes retrouvés. Je crains que je lui aurais posé des questions, elle ne m'aurait pas répondu. Après ma mère, écrivez-vous également, je retrouvais mon père, ou plutôt devrais-je dire, je le découvrais, car enfin je ne le connaissais pas, que par de rares photographies qu'il nous avait envoyées. J'avais 2 ans et demi lorsqu'en 39 il était parti au front. Après cette interminable séparation, il nous fallait maintenant apprendre à nous connaître. Et comment ça s'est passé avec votre père? Assez difficilement, parce qu'il était peu paternel. Moi, j'étais plus proche de ma mère, bien entendu, puisque nous avions passé des années ensemble. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir vers lui et lui vers moi. Et il vous a raconté ce qu'il avait vécu? Alors, lui était beaucoup plus prolixe quant à sa captivité, oui. Il était où? Près de Munich, Augsbourg, où ça s'est relativement bien passé pour lui. Les Allemands ignoraient également qu'il était juif. Et il a vécu jusqu'en quelle année? Pratiquement centenaire. Donc en 2011. Quel regard portez-vous sur cette situation, sur ce miracle qui a été le vôtre et qui vous permet d'être avec nous aujourd'hui? Alors oui, les questions qui me taraudent, c'est toujours, j'ai eu beaucoup de chance, à plusieurs reprises, des chances insolentes, et pourquoi eux et pas moi?
Et c'est une question qui vous a taraudé toute votre existence. Toujours présente. Comme je rencontre des classes depuis 20 ans bientôt, et je pose toujours les mêmes questions. Donc je suis contraint d'en parler. Et je m'étais engagé également avec Madame Sabine Zlatin, la directrice de la maison, pour parler de mon passage à la maison de et surtout parler des enfants que j'avais côtoyés. Et vous n'avez pas de réponse évidemment à cette question. Pourquoi eux et pas moi? Non. Non, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, l'antisémitisme revient. Des choses qu'on n'imaginait pas en France se produisent. Est-ce que cette situation aujourd'hui, vous la mettez en parallèle avec votre histoire? Elle l'est obligatoirement, mais pas au même niveau. Après le retour des déportés, il y a eu une accalmie. L'antisémitisme était, disons, sous la couette. Encore que j'avais des questions assez délicates, difficiles. On en était à sale juif, sale parigot juif, toi le juif, tiens, t'es juif. Voilà, bon. On passe là-dessus. Bon, maintenant, ça a pris des proportions, disons, beaucoup plus violentes. Hein. On en est maintenant à mort aux juifs, carrément. Alors, non seulement dans des universités, mais maintenant dans les grandes écoles. Vous vivez où, Monsieur Pintel? Vous vivez où? Vous êtes dans la région parisienne, à peu près 35 km de Paris, dans la banlieue nord. Et est-ce que vous avez enlevé, par exemple, ce que beaucoup de juifs ont enlevé, par exemple, leur mezouza à l'entrée de la porte? Non, je ne suis pas pratiquant, je n'ai pas de signe ostentatoire, non, rien du tout. Vous appartenez d'ailleurs à une génération souvent où on masquait le fait d'être juif. C'est votre mère d'ailleurs, c'est ce que vous dites. Ma mère m'avait recommandé de toujours taire ma condition de juif. S'il nous arrivait malheur. Bien sûr, et j'ai toujours été frappé de ça. Vous êtes donc des années 30 et que ceux qui sont nés dans les années 30 avaient ce désir de ne pas montrer qu'ils étaient juifs. Souvent, toujours. Le contexte était complètement différent. Le contexte était différent. Chacun porte de l'étoile. Ma mère n'a pas porté les étoiles. Charlie est avec nous. Charlie qui nous invite à réfléchir, bien sûr, mais qui nous appelle surtout régulièrement et qui écoute ce témoignage tout à fait sidérant. Je rappelle le livre aux éditions HarperCollins. L'enfant d'Isieux, tu parleras de nous, la promesse d'un rescapé des rafles, un enfant qui aurait dû se trouver présent et parce que la vie ou le hasard a fait que le 6 avril 1944, il n'était pas là lorsque Klaus Barbie a fait cette rafle des enfants d'Isieux. Vous vouliez témoigner et peut-être nous dire quelque chose, Charlie. Bonjour. Oui, comme je l'ai dit d'entrée, je suis séfarade, mais j'ai tellement lu sur la Shoah, tellement vu de films, tellement eu de témoignages d'amis, c'est comme si j'avais vécu franchement cette période-là. Et ce que je voudrais signaler, donc j'avais à l'époque indiqué que j'étais inquiet en tant que grand-père qui amenait ses petits-fils à l'école, mais aujourd'hui, même les enfants adultes ont peur d'aller dans les universités. C'est de plus en plus scandaleux. L'antisémitisme chrétien a pratiquement disparu. Je peux dire que j'ai mis des lettres ouvertes sur le site de CNews dans lesquelles j'ai écrit « Je suis CNews, je suis juif. Je suis Charlie, je suis juif. Je suis Jésus, je suis juif. » Un nombre considérable de non-juifs ont soutenu ce « Je suis juif ». Il faudrait que, je crois, contre l'antisémitisme, que tous les chrétiens qui n'ont plus cet antisémitisme qu'ont subi les juifs disent « Nous sommes chrétiens, nous sommes juifs ». Et je pense qu'il faudrait presque demain, comme ça s'était passé dans un certain pays, que toute la population autochtone, qui n'est pas islamiste, porte une étoile juive. Mais ça devient scandaleux. On est obligé, les étudiants, comme a dit votre intervenant, de se cacher, de ne pas dire qu'ils sont juifs, de raser les murs. On ressent aujourd'hui les juifs ce que les juifs ont ressenti à l'époque de Pétain. Exactement, on est dans les mêmes situations. Faut-il parler? Attends le droit. Je prends le métro ou l'autobus, j'entends les autres parler à voix haute et je n'ose pas dire shalom à un ami au téléphone. Parce que quelqu'un qui dit shalom aujourd'hui au téléphone, il se fait tabasser. Alors ça devient une ambiance... J'espère pas quand même que c'est à ce point-là, mais j'entends ce que vous dites. Ah, c'est arrivé. Des jeunes filles se sont fait
On leur a pris leur étoile de David, on leur a fait avaler parce qu'elles étaient juives. Et parce que quelqu'un au téléphone, dans un Uber, a dit Shalom, le gars de l'Uber l'a fait descendre du taxi. Merci en tout cas, Charlie, de votre témoignage, et je vais remercier Monsieur Pintel, qui a exercé comme ingénieur dans le domaine spatial. Durant 25 ans, vous étiez secrétaire général de l'association Maison d'Isieux Mémorial des enfants juifs exterminés. Vous êtes actuellement secrétaire général de l'Amicale des anciens déportés de Bergen-Belsen, et vous parcourez la France pour faire vivre la mémoire des enfants déportés. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci de transmettre ce que vous avez transmis forcément avec vos enfants et peut-être vos petits-enfants, Monsieur Pintel. Oui. Mes enfants, oui, sont informés et s'investissent également. Mon fils Simon, en particulier, qui était très proche de Madame Sabine Slatin. Voilà. Et vous n'avez pas de petits-enfants, peut-être ? Non. Merci, en tout cas, vraiment merci grandement. On va marquer une pause et je rappelle ce livre, L'enfant d'Isieux. Tu parleras de nous, la promesse d'un rescapé des rafles, et c'est chez HarperCollins. Merci, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.